à RPM, 2 véhicules hybrides rechargeables, le Mercedes-Benz GLC 350e et le Volvo XC60 T8 Ultra. Du côté de chez Volvo, on a une stratégie qui est peut-être un petit peu moins ambitieuse que celle de Mercedes-Benz. Bon, ça coûte quand même assez cher. On commence à 61 300 pour la version B5 d'entrée de gamme. Mais la version hybride rechargeable Polestar Engineered, on monte à 96 100 $. Mais notre version T8 Ultra, avec des options, on est à 94 900 $. Ça commence à faire beaucoup de sous. Pas mal. Chez Mercedes, avec le GLC, on commence à 65 300 $ et on peut se rendre jusqu'à 116 300 $ pour une version AMG 63. Bon, c'est un véhicule de performance, mais quand même, on est dans les gros chiffres ici. Pour notre 350e, avec une panoplie d'options, ça, c'est une recette connue du constructeur. On peut vraiment aller chercher plein d'options disponibles. On est à 86 700 $. Donc, quand même, une différence de 9 000 entre nos deux véhicules. Là, ça va faire une différence quand même sur le pointage. Absolument. On va aller voir maintenant la présentation extérieure de nos deux VUS. Pointage. En termes de prix, le Mercedes-Benz obtient 3 sur 5. De son côté, le Volvo obtient 2 sur 5. Ce dont je me rends compte quand je regarde le Mercedes-Benz GLC comme le Volvo XC60, c'est que ce sont quand même des véhicules qui sont plutôt récents dans la gamme des deux constructeurs. Oui, Mercedes a intégré en 2010 un VUS compact avec le GLK. On a connu le premier GLC en 2016, qui était plus arrondi, justement, plus élancé. Oui, sous cette forme-là, à peu près. Exact, parce qu'en 2023, on a sorti la deuxième génération du GLC qui a simplement poursuivi la mission de la première génération. Un petit coup de crayon à gauche, à droite, c'est à peu près ça. Assez subtil quand même comme style, mais ça fonctionne bien en termes de luxe. Oui. Je trouve que c'est un véhicule qui est chic. On voit par contre la signature peut-être un peu plus américanisée. Oui. Pour le GLC, on voit le chrome à l'avant qui prend beaucoup de place sur les poignées, sur le côté aussi, sur les rails de toit. On voit ça dans d'autres constructeurs aussi. C'est aussi dans l'historique de Mercedes-Benz de mettre du chrome un peu partout dans des versions qui ne sont pas AMG. Exact. Il faut savoir aussi que c'est une version qui, justement, n'est pas avec des options sportivité. On a travaillé plus sur le côté luxe. Et ça apparaît justement dans le style du produit. Oui, même chose du côté de chez Volvo. On a un historique quand même assez court, arrivé pour la première fois en 2009. Cette génération-là, le même qu'on a ici, arrivé en 2018. Et c'est toujours la même chose pour 2026. Ça donne une idée à quel point Volvo étire les générations de ces véhicules. Mais quand même, en matière de style, ça n'a pas pris une ride, je trouve, ce véhicule-là. Mais il reste que c'est pas un véhicule qui avait besoin d'avoir un gros redesign. Regarde les lignes très droites, capot qui est long, le devant qui est coupé vraiment très carré. Même à l'arrière, les hanches qui sont bien prononcées, feu de position typique de la marque. Bref, vraiment réussi, je trouve, en matière de style. Je veux pas casser du sucre sur le dos du Mercedes-Benz, mais disons que du côté de chez Volvo, on est venu à bout d'avoir quelque chose de luxueux, oui, sans toutefois aller dans quelque chose de trop en matière de design. Il y a un mot, c'est épuré. Oui, ça, je pense qu'on le retrouve beaucoup. Et on le voit beaucoup à l'arrière aussi. Tu sais, le Mercedes, il n'y a pas vraiment d'identité à l'arrière. C'est un véhicule qui ressemble à un VUS compact de luxe. Beaucoup de chrome dans le bas aussi. Beaucoup de chrome. C'est correct, OK. On a quelque chose qui, justement, se distingue. Mais quand on regarde le Volvo, on voit les feux à l'arrière. On reconnaît tout de suite le XC60. Absolument. Puis ça se passe aussi par les options, les choix de personnalisation. Ici, on a un vert forêt. Très beau. Qui est très, très joli, mais on a aussi d'autres choix de couleurs. Et chaque couleur a sa personnalité. C'est ce que je trouve bien pour le Volvo. Même chose pour le Mercedes-Benz, toutefois. Beaucoup d'options de personnalisation aussi. Pour les roues, on a des roues de 19 pouces actuellement que je trouve fort jolies. On a une couleur aussi vert métallisé qui est en option que j'aime également. Mais c'est possible de naviguer à travers un catalogue de possibilités. Il y a du choix, là. Ça, c'est très agréable quand on a un produit qu'on veut justement rendre à notre goût. On est capable de le faire. Oui, d'autant plus que chez Mercedes, on peut aussi choisir le style AMG, un style noir entièrement. Donc vraiment, il y a des options de ce côté-là. Qualité d'assemblage, maintenant, ça, c'est intéressant. Peinture, quand même une très bonne épaisseur pour les deux constructeurs. Même, souvent, on dit que c'est important d'avoir une bonne épaisseur à l'avant parce que, évidemment, les véhicules sont plus exposés dans la portion avant, mais on a une bonne épaisseur partout. Ça, c'est très bien. Panneau d'aluminium aussi à l'avant des deux produits. Oui, ça, c'est bon. Intéressant. Assemblage, pour le Mercedes, c'est un peu plus difficile. Oui, j'ai été déçu de la part du constructeur. Surtout à l'arrière, on a l'aileron qui est très lâche. Franchement, pour un Mercedes-Benz, je m'attendais à quelque chose de plus solide parce que chez Volvo, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On peut quasiment se pendre après l'aileron et tout reste en place. Pointage. Pour son style et son design extérieur, le Mercedes-Benz obtient 7 sur 10. Le Volvo est ici avantagé avec 8 sur 10. Pointage. Pour son style et son design extérieur, le Mercedes-Benz obtient 7 sur 10. 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 7
On est de retour à RPM et qui dit véhicule hybride rechargeable dit mécanique très complexe avec des rendements parfois mitigés. Oui, absolument. Et on a aussi deux constructeurs qui nous ont habitués à des styles intérieurs très différents. Absolument. Mercedes, beaucoup de lumière, tandis que Volvo, plus épuré. On va aller voir ça. Monter à bord du Volvo XC60, c'est relativement facile parce qu'on a une suspension pneumatique qui va abaisser automatiquement le véhicule à l'arrêt. Vous avez la possibilité d'opter pour cette fonctionnalité-là ou pas. Et quand c'est activé, bien, le véhicule est vraiment très bas. Le seuil est étroit aussi, donc vraiment facile de monter à bord du véhicule. Siège extrêmement confortable, beaucoup de réglages disponibles, beaucoup d'amplitude. On peut allonger l'assise, on peut même cintrer le siège au niveau du dossier. Vraiment très confortable, chauffant, climatisé aussi. Volant chauffant à 3 intensités. C'est plutôt rare qu'on voit ça. Petit mot rapide sur le cuir des sièges de cette version Ultra. Cuir Nappa de vraiment très, très bonne qualité. Un cuir qui est souple, ça permet justement de valoriser un bon confort. Et regardez la visibilité. Le tableau de bord est bas, piliers sont étroits, rétroviseur qui dégage bien l'angle mort vers l'avant, même vers l'arrière. Les piliers sont très étroits. C'est inhabituel là, d'avoir une bonne visibilité dans les VUS de nos jours et c'est une bonne chose que le Volvo XC60 ait misé sur cet aspect-là. On sent bien quand on est à bord du véhicule. Ce que j'aime en termes de positionnement des commandes, c'est que vraiment tout est proche. L'écran est orienté vers le conducteur, bien positionné. Quelques commandes aussi en dessous de l'écran. Les commandes sur le volant aussi assez bien présentées. Interface maintenant pour 2026, Volvo a changé la puce qui contrôle cet écran-là. On dit que c'est plus rapide, plus stable. Bon, ça l'est peut-être un peu plus que par le passé, mais je vous dirais qu'on est loin de la perfection. C'est arrivé à plusieurs moments où on a eu des bugs avec le système. La caméra de recul, par exemple, a refusé de s'afficher. Le radio refuse de fonctionner. Il faut arrêter, éteindre le véhicule, remonter à bord pour activer le tout. Bref, il manque vraiment de stabilité dans ce système-là. Et en plus de ces bugs incessants, il y a Apple CarPlay et Android Auto, oui, mais imaginez, c'est avec un fil. Ça n'a pas d'allure pour un véhicule de ce prix-là. Et pour ce qui est de l'instrumentation, 2 choix, avec carte ou sans carte. C'est vraiment les 2 seules possibilités. Affichage tête haute, c'est présent ici, mais il est vraiment très petit pour les standards de la catégorie. C'est pas si facile de prendre place à bord du Mercedes-Benz GLC 350e. On a un seuil de porte qui est plutôt large. Il faut vraiment grimper à bord. Mais le vrai problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'espace pour faire pivoter nos jambes et prendre place dans le véhicule. Donc, un peu étrange ici. Une fois qu'on prend place, toutefois, c'est facile de trouver une position de conduite confortable. On a beaucoup d'amplitude dans les réglages. On a des sièges, d'ailleurs, qui sont chauffants et climatisés, mais pas massants. On a toutefois un système qui existe à bord et c'est un système qui vient briser le statisme de la position de conduite. Donc, lorsqu'on fait de la grande route, là, on va faire bouger un petit peu le siège, ajuster également l'assise pour essayer justement de rendre le conducteur et le passager à l'avant plus confortables dans le véhicule quand même. Je tiens à noter aussi qu'on n'a pas de siège en cuir Nappa, pas comme ce qu'on retrouve du côté de chez Volvo. C'est disponible dans le Mercedes, mais en option. On a actuellement une espèce de petite cuillerette synthétique. C'est joli, mais c'est pas la même qualité qu'on va avoir avec le Volvo XC60, ça c'est clair et net. Au niveau de la visibilité maintenant, là aussi, on est en retrait comparativement au Volvo XC60. On a un pare-brise à l'avant qui est pas très grand, des fenêtres latérales aussi qui sont petites, mais c'est vers l'arrière que ça se gâche. On a les appuis-têtes des sièges là, qui prennent beaucoup de place dans la vision. Donc franchement, la visibilité ici, c'est pas une force du Mercedes. Chose qui m'a sauté aux yeux lorsque j'ai pris place à bord du Mercedes, c'est la quantité de boutons qu'il y a sur le volant. On a 2 séries de boutons de chaque côté. Une série pour contrôler l'instrumentation et l'autre pour l'infodivertissement. C'est complexe. On a des boutons où il faut glisser notre doigt pour faire les actions, d'autres qu'il faut peser. Donc, ça prend vraiment une période d'adaptation là, pour s'ajuster avec ce système-là. On a beaucoup de boutons aussi dans les portières, dans la commande centrale. Donc, vraiment, là, il y a une période d'adaptation en termes d'ergonomie à bord du Mercedes. Chose toutefois que j'apprécie beaucoup plus que ce qu'on retrouve du côté de chez Volvo, c'est l'écran d'infodivertissement. Système MBUX, très fonctionnel, c'est le nom que le constructeur lui a donné. Un écran de 11,9 pouces,
bonne qualité graphique. Les icônes sont simples, sont colorées. On s'y retrouve vraiment bien. Et c'est la même chose aussi pour la connectivité. On peut connecter notre téléphone Android Auto et Apple CarPlay de manière sans fil. Oui, merci Mercedes. Et vraiment, c'est beaucoup plus agréable à naviguer là-dessus. C'est vraiment génial. Même chose aussi en termes d'instrumentation. 12,3 pouces, très clair, plein de menus disponibles. On peut personnaliser aussi l'affichage. Et c'est la même chose aussi pour l'affichage tête haute. On a plein de menus de disponibles. On voit l'inclinaison du véhicule. Il y a une boussole qui est là. C'est beau, c'est bien présenté. C'est une belle petite touche ici que Mercedes a intégrée dans l'affichage tête haute. Finition maintenant, matériaux, c'est vraiment relevé. Soyons honnêtes, là, ici, c'est bien présenté. Tout est vraiment très solide. Du bois à port ouvert également intégré dans le tableau de bord. C'est vraiment bien pensé. On a du cuir aussi qui recouvre le tableau de bord. Donc, globalement, la finition est vraiment très bonne. Ce qui fonctionne moins, c'est qu'on n'a à peu près pas d'éclairage d'ambiance. On a un peu de lumière dans les portières puis l'endroit où on place nos pieds, mais aucune possibilité de choix de couleur. Les éléments du tableau de bord ne sont pas découpés non plus par de l'éclairage d'ambiance. Vraiment, du côté de chez Mercedes-Benz, on fait beaucoup mieux et ça manque donc à bord du Volvo XC60. Quand je regarde aussi les espaces de rangement, bon, dans les portières, ça passe toujours, mais ce qui marche pas, c'est dans la console centrale. Écoutez, on a le chargeur par induction pour téléphone qui est bien pratique, oui, mais prend toute la place. Et la console, ici, vraiment très peu d'espace. Même chose en dessous de la coudoir. On est en droit de s'attendre à plus de polyvalence quand on est aux places avant d'un véhicule de ce type. Espace de rangement maintenant dans le Mercedes, on a de bons vides-poches de chaque côté. Ça fonctionne bien, mais c'est dans la console centrale le problème. Console qui est imposante, qui prend beaucoup de place, mais qui offre pas beaucoup de rangement. Les porte-gobelets aussi sont profonds, sont mal positionnés. Donc vraiment, c'est à revoir. Ce que j'apprécie toutefois, c'est la qualité de finition à bord. On a vraiment de très, très belles matières, de bonne qualité aussi. On a un système d'éclairage à 64 couleurs de fer avec le véhicule. Ça va éclairer les bouches de ventilation partout dans les portières, dans le bas également. Donc vraiment, on sent que Mercedes a mis une petite touche ici de raffinement qui est une couche au-dessus que ce que propose Volvo avec le XC60. Pointage. C'est pour cette raison qu'il obtient la note de 8 sur 10. Le Volvo, de son côté, pour son habitacle décevant, compte tenu du prix demandé, obtient 5 sur 10. Arrêt au puits maintenant? Oui. Parlons de l'accès à l'arrière de nos deux véhicules. Oui, absolument. Des portes qui sont assez courtes des deux côtés. Et du côté de Mercedes, c'est un peu le même problème qu'à l'avant. Le seuil est tellement large. Oui, il faut comme grimper aussi à bord. C'est difficile de monter à bord. Et quand on arrive à l'intérieur, on a une banquette qui est à la bonne hauteur, mais Ouais. tellement pas de commodité. On n'a même pas les sièges chauffants Hey. à bord de notre véhicule. C'est une option à 500 $ supplémentaires à ajouter. Pas encore assez cher. Je comprends pas. Honnêtement, je trouve que c'est décourageant. On n'a vraiment coudonc. rien en termes de commodité en arrière de Ouais. ce véhicule-là. Là. C'est vraiment surprenant de la part d'un constructeur comme Mercedes. Bon, je peux pas dire que chez Volvo, on est nettement plus généreux. On a des prises USB, on a des sièges chauffants. Bon. On n'a pas de commande de climatisation, on n'a pas de rideaux latéraux non plus. On n'a même pas la possibilité d'incliner le dossier pour avoir un confort qui est peut-être un petit peu plus personnalisé. Ouais. C'est vraiment dommage. Même chose du côté de chez Mercedes, on peut même pas ajuster le dossier. Vraiment, on n'a pas travaillé beaucoup là-dessus. Ce qu'on a fait, par contre, c'est là ce qu'on va à l'arrière pour l'espace de rangement. Ouais. On a un système pour rabattre les sièges qui est bien pensé. Ouais. Lorsqu'on active les deux leviers qui sont à l'arrière, on peut vraiment rabattre les sièges complètement, mais on va aussi avancer les sièges à l'avant pour permettre justement au dossier d'être bien incliné. On a seulement, par contre, 470 litres de disponibles lorsque le dossier est relevé. Ouais. Et on monte ça à 1530 litres une fois qu'on a rabattu les sièges. Ouais. C'est pas beaucoup, honnêtement, Non. pour un VUS compact, mais Volvo fait pas tant mieux non plus. Bien, quand les dossiers sont relevés, on est quand même à 598 litres. C'est quand même plus intéressant. Puis moi, je suspecte que les deux constructeurs n'ont pas profité de l'espace complet pour calculer leur volume de chargement. J'ai l'impression qu'on s'est arrêté au dossier des sièges arrière. Et quand on rabat le tout, 1528 litres. Donc, vraiment très, très près du Mercedes. Petite fonctionnalité avec le Volvo, suspension pneumatique qu'on peut abaisser avec un bouton dans l'espace de chargement. Agréable, ça. Mais, perdre des points à une autre place, c'est qu'il faut se rendre sur le côté du véhicule pour rabattre le dossier des sièges. Vraiment, c'est difficile de comprendre les décisions des deux constructeurs. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bacs. C'est long, c'est long.
Voilà. Ça fait juste 10 minutes que je t'attends, mais à part de ça, tout va bien? Oh, ben ça a rentré, hein? Faut pas trop charrier. Donc, même quantité de bac, mais je pense que c'est un peu plus difficile du côté du Mercedes. Vraiment. On voit le manque d'espace ici avec le plancher qui est surélevé avec la batterie. Là. J'ai dû jouer à Tetris pour réussir à rentrer tous les bacs. Pointage. C'est pour cette raison qu'il obtient la note de 6 sur 10. De son côté, le Volvo est un peu plus accueillant et obtient 7 sur 10. On est de retour sur la route maintenant avec le Volvo XC60 et on a un moteur électrique à l'arrière, moteur de 143 chevaux. Et ce qu'il y a d'agréable, c'est qu'on démarre toujours en mode électrique tant qu'il y a de l'énergie dans la batterie, évidemment. Et ce que j'aime, c'est qu'on n'a pas de transmission sur le moteur électrique. Ce que ça veut dire, c'est qu'en conduite, on a l'impression de conduire vraiment un véhicule électrique. Et en plus, on peut mettre le mode B qui nous crée une conduite à une pédale jusqu'à un arrêt complet. C'est vraiment très, très similaire comme approche à ce qu'on retrouve du côté d'un véhicule électrique. Bon, 143 chevaux, c'est pas extrêmement puissant. C'est bien assez pour accélérer, mais ce sera certainement pas foudroyant. Il faut savoir une chose toutefois, quand vous êtes en mode pur, en mode donc entièrement électrique, vous avez uniquement un véhicule à propulsion. Si vous voulez 4 roues motrices, vous devez obligatoirement avoir le moteur thermique en fonction, ce qui défait quand même un peu l'idée d'avoir un véhicule hybride rechargeable. Et si vous sollicitez beaucoup la mécanique électrique en montant une côte qui va être prononcée, vous allez sentir une perte de puissance à un moment donné. C'est comme si le système essayait de se protéger. Et ça montre quand même les limites de cette mécanique hybride rechargeable. Si la batterie est épuisée, là, c'est le moteur thermique qui va entrer en fonction, ou même si vous demandez beaucoup de puissance ou si vous changez de mode de conduite pour avoir le mode Power, par exemple, là, le moteur thermique va entrer en fonction et là, ça devient beaucoup plus dynamique en conduite. On en a de la puissance. Écoutez, on est à 455 chevaux au total. C'est vraiment assez réactif comme mécanique. On sent les 300 quelques chevaux du moteur thermique à l'avant venir aider le moteur électrique. Ça fait un véhicule qui est assez réactif. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'on a un effet de couple dans la direction. Donc, beaucoup de puissance sur le train avant et ça crée donc des mouvements assez dérangeants dans la direction. Mot rapide sur la transmission à 8 rapports qui est à l'avant du véhicule. Comme toute transmission automatique, il faut l'attendre et ça, c'est un peu décourageant et ça vient enlever le côté instantané qu'on a avec la mécanique électrique à l'arrière. Sur la route maintenant avec le Mercedes-Benz GLC 350e, on a une conduite électrique qui est différente que ce que propose Volvo. On sent les changements de vitesse avec la transmission et c'est principalement ça qui fait une grande différence entre les deux véhicules. C'est qu'on a moins l'impression de conduire un véhicule électrique. On sent qu'on est dans un véhicule hybride rechargeable avec les changements de rapport qui vont s'effectuer même en mode électrique. On a 134 chevaux aussi, donc la puissance est un petit peu plus limitée ici. Lorsqu'on veut exploiter toute la puissance, et là, il faut vraiment enfoncer l'accélérateur ou choisir un mode de conduite approprié. Et là, on va pouvoir exploiter les 201 chevaux du moteur 4 cylindres 2 litres turbo compressé qui est dans le véhicule. Au total, on a 313 chevaux disponibles, ce qui est pas beaucoup, même qui est moins que ce que propose Volvo avec le XC60. C'est suffisant, mais c'est pas puissant et c'est pas autant réactif que le Volvo. Ça, c'est définitif. Petit mot sur la transmission. On a une transmission automatique à 9 rapports que je trouve bien calibrée. Lorsqu'on choisit le bon mode de conduite aussi, elle est plus réactive. Et ça, je pense que c'est un atout là, du Mercedes-Benz. Parlons du comportement routier maintenant. Ce véhicule est muni en option d'une suspension pneumatique. Ça vient aider le comportement routier dans la mesure où le confort est bon quand on utilise le mode normal, mais quand on utilise le mode Power, par exemple, on va avoir une suspension plus ferme, va rendre le véhicule un peu plus dynamique. Très bonne direction aussi, assez agréable à utiliser. On se sent rapidement en contrôle du véhicule. Et même le système de frein, quand on freine brusquement,
Bon, on sent un peu l'interface là, qui va favoriser le freinage régénératif, mais rapidement, les vrais composants de frein dans les roues vont entrer en fonction et vont nous donner une puissance de freinage qui est solide. Ça vaut la peine aussi avec ce véhicule-là de jouer avec les modes de conduite parce que la personnalité du véhicule va quand même varier passablement. On a le mode hors route qui est à peu près inutile à mon avis, mais le mode hybride ou même le mode power va vous permettre d'avoir un peu plus de dynamisme derrière le volant. Et bien sûr, insonorisation, c'est important de considérer ça dans un véhicule du genre. Vraiment, c'est très bien. On se sent isolé de l'extérieur. Ça permet donc d'avoir un bon confort quand on combine ça en plus aux excellents sièges qui nous dorlotent quand on prend la route. Comportement routier maintenant du Mercedes-Benz GLC 350e. Et je vais commencer tout de suite en vous disant que c'est un véhicule qui est axé sur le confort. On a une conduite qui est peut-être moins engageante que le Volvo XC60, mais on se sent vraiment apaisé derrière le volant de ce véhicule-là. La direction est un petit peu plus aseptisée, la suspension est calibrée aussi pour le confort, donc peut-être un petit peu moins réactive, mais quand même, là, on est sur un nuage ici, et ça, j'apprécie beaucoup ça. Chose que j'apprécie toutefois moins, c'est le freinage. On a un délai dans l'application de la puissance ici là, qui est vraiment désagréable. Ça, je pense qu'on pourrait revoir la calibration de ça. En plus de la calibration du système de freinage, Mercedes aurait pu revoir aussi peut-être le système de freinage régénératif. On n'a pas de conduite à une pédale de disponible. On a seulement des leviers derrière le volant pour augmenter la force du freinage. Mais je pense que là-dessus, Volvo est une coche au-dessus là, en termes d'expérience électrique avec la conduite à une pédale de disponible. Mais sinon, quand je regarde l'insonorisation, les modes de conduite aussi, hein, mode électrique, mode hybride, mode personnalisé aussi pour, encore une fois, augmenter le niveau de luxe à bord du produit, ça, je pense que ça fonctionne très bien. Et je pense que l'acheteur ici qui regarde entre ces deux produits-là doit se poser la question suivante. Est-ce que je vais acheter le XC60 pour son côté plus dynamique derrière le volant ou est-ce que je vais aller chercher le confort relevé du Mercedes-Benz GLC 350e? Je pense que c'est là que les deux véhicules ont vraiment une bonne distinction. Pointage. Pour leurs capacités respectives, nos deux véhicules obtiennent la note de 8 sur 10. À ce moment-ci de notre comparatif, le Volvo XC60 a cumulé 30 points, tandis que le Mercedes-Benz, 32. Parlons maintenant de l'aspect technologique de nos deux véhicules hybrides rechargeables. On s'attend d'avoir une bonne autonomie électrique, aussi une bonne capacité de recharge. Comment se positionnent nos deux modèles? Clairement, Mercedes a l'avantage ici. Oui. On a 87 km d'autonomie, ce qui est mieux que le Volvo. Oui, c'est ce qu'annonce le constructeur. Chez Volvo, on est à 58. Quand même 29 km de différence. Oui, chez Volvo, on a retravaillé cette mécanique-là qui est quand même connue depuis longtemps là, chez le constructeur. Il y a quelques années, on a augmenté la capacité de la batterie. C'était intéressant à l'époque, mais là, maintenant, il se fait dans le pion par le Mercedes-Benz. Clairement, et même en termes de recharge aussi, on a un chargeur embarqué qui est plus rapide de série, va nous permettre de recharger la batterie de 24,8 kWh en environ 2h45. Ce qui est très bon, là. Très bon, considérant qu'on a 87 km de disponible ensuite. Oui. Et on peut même ajouter en option pour 600 $ un chargeur rapide de 60 kW qui, lui, nous permet de recharger dans les bonnes conditions la batterie en 30 minutes seulement. Oui, puis ça, c'est tout à fait particulier. Il n'y a pas beaucoup de véhicules hybrides rechargeables qui permettent cette façon-là de recharger la batterie. Ouais. Très intéressant, alors que du côté de chez Volvo, recharge niveau 2 typique, là, le genre de bande qu'on a à la maison, mais une faible puissance, 3,6 kW seulement. Vraiment une technologie qui date de plusieurs années. Imaginez, l'autonomie est plus faible que le Mercedes et ça prend le double du temps pour le recharger. Donc, il y a vraiment un avantage pour le Mercedes-Benz ici. Parlons maintenant des systèmes d'assistance à la conduite. Pas de conduite autonome ni d'un bord ni de l'autre. Très décevant pour les deux constructeurs. Chez Mercedes, c'est un groupe d'options à 2600 $ qui va nous ajouter un système de conduite semi-autonome. Oui. Très, très standard comme système. Je ne l'ai même pas à bord de la variante qu'on m'a laissée actuellement. Oui. Donc, quand même décevant. Tandis que chez Volvo, c'est un petit peu mieux quand même. Là. Bien, on a le système Pilot Assist là, qu'on appelle, qui permet de contrôler la trajectoire du véhicule. Ce n'est certainement pas un système de conduite semi-autonome. Il faut toujours avoir les mains sur le volant. Assez de base, je dirais qu'on est rendu vraiment ailleurs, même pour des véhicules beaucoup moins chers que les deux VUS qu'on a ici. Ouais. Là où on ne déçoit pas, c'est en termes de sécurité. Ouais. On a quand même de très, très bons résultats dans les tests d'impact avec le Mercedes-Benz GLC 350. À vrai dire, on a atteint les plus hauts sommets en termes de résultats aux tests d'impact. Oui. On a aussi des systèmes embarqués comme le Pre-Safe, qui est un système de pré-collision qui va venir ajuster la ceinture de sécurité avec le prétentionneur là, pour vraiment retenir les occupants à bord, fermer le toit ouvrant, ajuster les sièges juste avant qu'un accident se produise.
produisent. Ouais. Donc, quand même assez intéressant pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité. Absolument. Et de série, on a aussi le Pre-Safe Sound qui vient ajouter aussi un son à l'intérieur. C'est un son pour stimuler le réflexe stapédien des occupants à bord pour essayer d'enlever, lorsqu'on a un impact, là, des problèmes d'audition qu'on pourrait avoir ensuite. C'est quand même spectaculaire. Assez technologique quand même. Là. Oui, mais chez Volvo, on le sait, la réputation du constructeur a toujours été de mettre à l'avant-plan la sécurité des véhicules. Oui, on a des bons systèmes, notamment le système de freinage automatique d'urgence qui va détecter les véhicules, les piétons, les gros animaux, les cyclistes, donc quand même assez évolué. On n'a peut-être pas la petite touche qui manque, là, comme ce que propose Mercedes-Benz. Oui, système de prétentionneur de ceinture de sécurité, mais on n'a pas le son pour le réflexe stapédien, entre autres. Donc, c'est un peu décevant quand même. Puis quand on regarde les résultats au test d'impact, le Volvo est désavantagé par rapport au Mercedes-Benz. Donc, on se rend compte que même si la sécurité, c'est un nom qui collait à Volvo, le XC60 fait un peu défaut en comparaison avec le GLC 359. Pointage. Pour son aspect technologique qui nous a déçus, le Volvo obtient ici 5 sur 10. Pour cette qualité technologique et sécuritaire avantageuse, le Mercedes obtient 9 sur 10. Les coûts de possession maintenant avec le Mercedes-Benz GLC 350e. Faut savoir que le cycle d'entretien est assez simple. On va partager le tout entre deux groupes. On a le groupe A qui va arriver à la première année ou 20 000 km. Ça comprend un changement d'huile moteur, la pile de la télécommande et même le filtre pour l'habitacle. On va ensuite avoir le groupe B qui va arriver aux 2 ans ou 40 000 km, qui conserve l'ensemble des éléments du groupe A, mais on va aussi ajouter le changement de liquide de frein. Ça nous amène un coût d'entretien à 4 985 pour le Mercedes-Benz. Au niveau des pneus, on a des Continental Pro Contact GX. On est à 1 550 l'ensemble. Et pour les freins, on est à 2 900 pour les pièces et la main-d'œuvre. Le coût de possession total sur 5 ans, 100 000 km est donc à 9 420 ce qui est largement supérieur à ce que propose Volvo avec le XC60. Pointage. Pour ses coûts de possession onéreux, le Mercedes obtient 8 sur 15. C'est le temps de parler du coût de possession du Volvo XC60 2026. Le constructeur vous recommande de faire un entretien à tous les 16 000 km. Ça commence évidemment avec une vidange d'huile. À 32 000 km, on va remplacer le filtre à air de cabine. À 64 000 km, c'est au tour du filtre à air du moteur. Et on va également vidanger le liquide de frein. Et à 96 000 km, on va remplacer les bougies. Tout ça nous mène à un coût d'entretien de 3 200 $. L'ensemble de pneus maintenant, Pirelli Scorpion Zero All Season, des pneus de 21 pouces quand même, c'est ce qui fait monter la facture. Pour un ensemble de 4, on est à 2 000 $. Et pour ce qui est des freins maintenant, aux 4 roues, 1 900 $ incluant les pièces et la main-d'œuvre. On additionne le tout pour se donner une idée du coût de possession sur 5 ans, 100 000 km. On est à 7 100 $ dans la moyenne du segment et surtout beaucoup moins cher que le Mercedes-Benz. Pointage. C'est pourquoi il est avantagé ici et obtient 10 sur 15. De retour à RPM et nos deux VUS compacts de luxe hybrides rechargeables sont presque nez à nez. Ouais, presque nez à nez si on considère qu'un écart de 4 points, c'est nez à nez. 4 points, c'est rattrapable, du moins. C'est rattrapable, t'as Quand bien même. raison. 45 pour le Volvo XC60, 49 pour le Mercedes-Benz GLC 350e. Faut absolument qu'on parle de l'autonomie électrique qu'on a avec nos véhicules. Absolument, Pas point le choix. central. Absolument. Et on a vraiment une bonne différence entre le Volvo et le Mercedes à ce chapitre-là. Ouais. L'autonomie projetée pour le Mercedes-Benz GLC 350e est à 87 km. Ouais, ce qui est meilleur que tous les autres véhicules dans la Quand catégorie. même, Là. ouais. Alors que chez Volvo, on est à 58 km d'autonomie annoncée. Vous savez, nous, on fait des tests. Là, puis les deux véhicules empruntent le même chemin, le même tracé, dans les mêmes conditions, la même journée, tout ça. Ouais. Il y a vraiment un écart entre les deux. Le Volvo, je suis parvenu à faire 37 km d'autonomie électrique. C'est pas beaucoup. Dans la région de Charlevoix, oui, c'est très côteux, mais on voit donc là une limitation des véhicules hybrides rechargeables. Et quand le moteur à essence démarre, là, c'est arrivé même quand j'étais en mode électrique parce qu'il y en avait plein les bras. Un manquet de puissance un peu aussi du moteur électrique dans les Oui, côtes. absolument. Puis à un moment donné, le moteur à essence part, même s'il reste de l'énergie dans la batterie. Ça m'a donné tout de même une consommation d'essence de 5,8 litres au 100 km pour une distance d'environ 148 km. Là. Ça semble pas si pire, la consommation sur Oui, mais papier. attends, là, parle-moi de ton Mercedes. Ben, là. c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai fait 67 km d'autonomie électrique dans les mêmes conditions. Ouais. Donc, on parle de 30 km de plus. Ben, là. Et lorsque le moteur thermique a embarqué, j'ai fait une consommation moyenne de carburant à 3,9 Ben, litres au 100 km. Quand même un bon avantage. Vraiment une Ouais. différence marquée ici pour Absolument. nos deux véhicules. Ouais. Garantie. Garantie, bien, du côté de chez Volvo, on est à 4 ans, 80 000 km pour la garantie générale. Garantie du groupe Motopropulseur également.
exactement. Système électrique, 8 ans, 160 000 km. Ouais. Mais le gros avantage, c'est en termes de perforation Oui. par rapport au Mercedes. On est à 12 ans, kilométrage illimité pour la perforation due à la rouille, alors que chez Mercedes, on est à seulement 5 ans, kilométrage illimité. Oui, puis on a la même chose aussi pour la garantie sur la batterie. On est à 6 ans, 100 000 km. On va comprendre quelque chose là-dedans. Vraiment là. moins avantageux même que la moyenne dans l'industrie quand on a des batteries au lithium-ion Ben pour oui. propulser les véhicules. Donc, c'est pour ça qu'on a donné la note de 6 sur 10 pour le Mercedes-Benz GLC. Et 8 sur 10 pour le Volvo XC60. Fiabilité maintenant. Et boy! Là, ça se corse encore un petit peu plus. Le Volvo XC60 est quand même là depuis longtemps, donc on a un bon historique. Ouais. On sait où on s'en va, puis on vous dit, allez-y donc pas. Parce que, non, mais la fiabilité de cette mécanique-là, très complexe, Oui. avec un moteur à l'avant qui a un turbo, un compresseur volumétrique, Ah. propulsion uniquement en mode électrique. C'est vraiment très complexe, la gestion de tout ça. Puis on a eu, vous l'avez vu, au cours de cet essai, des problèmes avec le système d'infodivertissement, de connexion, de stabilité aussi du système. C'est vraiment pas avantageux. On lui donne donc la note de 5 sur 10. Le GLC 350e vient tout juste d'arriver, donc on n'a pas beaucoup d'historique, mais disons que sur papier, on a des raisons d'être inquiets en termes de Absolument. fiabilité. Le Ouais. GLC n'est pas un produit à la base qui est fiable. Donc, c'est pour ça qu'on y va très prudemment et qu'on lui donne la note de 4 sur 10. Ouais. Valeur de revente, on sait que c'est un élément qui peut faire mal aux véhicules de luxe. Absolument. Généralement, Ouais. on les achète très cher, mais on récupère pas beaucoup de sous lorsqu'on les vend. Mais quand même, ces deux véhicules-là se positionnent assez bien Malgré dans tout. le marché. Oui, oui, parce qu'on a un bon niveau de vente. Les gens sont attirés pour le style et un paquet d'autres raisons. Le prestige aussi des deux marques. On donne quand même la note de 7 sur 10 en matière de valeur de revente pour les deux produits. Maintenant, c'est le temps de faire les points positifs et les points négatifs. Et je commence ça avec le XC60 et ses points positifs. Une bonne solidité en termes de comportement routier, un confort dans l'habitacle qui est très bon et un niveau de finition qui est vraiment relevé à l'intérieur. Point négatif maintenant, une mécanique qui est très complexe et aussi assez limitante dans son fonctionnement, un prix qui est trop élevé et un système d'infodivertissement qui est clairement à revoir. Le Mercedes-Benz GLC 350e, maintenant, et au niveau de ses points positifs, on a une autonomie électrique qui est convaincante. On a une belle présentation aussi des écrans d'infodivertissement et d'instrumentation. Et on a aussi un confort général qui est solide. Au niveau des points négatifs maintenant, on a des coûts d'entretien qui sont assez élevés. On a une qualité d'assemblage à l'extérieur qui est médiocre et on a un manque de commodité à l'arrière là, qui fait mal au véhicule. Surtout considérant le prix qu'on en demande. Absolument. Allons-y maintenant avec la recommandation pour les deux modèles. Bien, mécanique très complexe des deux côtés, mais historique de fiabilité plutôt ordinaire pour une marque comme pour l'autre. Donc, ce sont deux véhicules que nous ne recommandons pas. Et pour le pointage final, tantôt, je te parlais que c'était un petit peu serré en revenant de la pause. Oui. Ça finit très serré. Ça l'est encore plus. Du côté de chez Volvo, on est à 65 sur 100. Et on est à 66 sur 100 pour le Mercedes-Benz. Ouais. Donc, petit avantage ici, clairement, c'est qualité intrinsèque de véhicules hybrides rechargeables C'est long ça qui aidés. fait la différence. Consommation de carburant, autonomie électrique. C'est Ouais. clairement là que le Mercedes-Benz a réussi à tirer son épingle du jeu. Absolument.